Donc sur le Fossibo, il y a plusieurs flux d'énergie. Il y a tout d'abord l'énergie qui sort, donc l'onduleur qui produit de l'énergie. Il a une consommation à vide de 32 watts, ça fait une autodécharge de 20% par jour. Lorsqu'il est en mode transfert, c'est-à-dire que lorsque l'énergie vient du réseau, il consomme 5,7 watts. Son rendement maximum est de 94%, donc ça fait qu'il peut utiliser 3325 Wh de la batterie sur les 3840. Le rendement moyen avec un usage mixte à peu près standard, avec des frigos, des lumières, on est aux alentours de 83% de rendement. Donc avec 2930 Wh d'exploitable sur la batterie de 3800. Et au niveau de son écran, il a une petite erreur qui peut aller de jusqu'à 50 watts, plus ou moins. Des fois c'est 1 watt, des fois c'est 20 watts. C'est la plage un petit peu que j'ai constaté. Sur la partie batterie, alors là j'ai marqué le bruit, mais en gros c'est l'appareil qui fait du bruit entre 60 et 74 décibels, ce qui est assez élevé lorsqu'il ventile. L'alarme de décharge est à 10%, il y a un bip. Il y a une alarme, petite alarme. La section de câblage de la batterie est de 12 mm², ce qui est assez faible. Bon, c'est un jeu de barre. J'ai pas constaté une grosse chute de tension, mais j'ai pas fait beaucoup de mesures non plus à ce niveau-là. L'énergie utile de la batterie est de 3532 Wh, donc ça fait à peu près 92%. Là, je l'ai pas marqué, mais le pourcentage affiché, lorsqu'on est à 0%, c'est 0% de l'énergie utile. Le rendement est de 93% de la batterie entre ce qu'on charge et ce qu'on décharge. Et j'ai constaté que le pourcentage évoluait au rythme de 40 Wh par pourcent. Bien sûr, c'est un petit peu différent pour le premier pourcent et pour le dernier pourcent. Le chargeur a un rendement maximal de 90%, un rendement moyen de 80%, donc ça dépend de la puissance, de la fin de charge, du début de charge, avec une énergie nécessaire de 4388 Wh, pour recharger les 3532 Wh de la batterie. Et un affichage écran qui est plus ou moins 40 watts, un petit peu plus précis que l'affichage de l'onduleur. Il y a des moments où c'est plus précis que d'autres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'anciennement, il y avait un peu plus d'erreurs sur la Fossibo. Ils ont corrigé, ils ont amélioré les choses. L'écran est mieux qu'avant. Au niveau du régulateur MPPT solaire, le rendement moyen est de 85%. Et le rendement maximal est 95%. On va le voir dans les courbes, mais avant, on va faire une petite analyse financière. Alors, c'est une analyse, c'est le résultat des calculs. Donc, le premier analyse financier, on va le prendre avec tout en positif, c'est-à-dire avec les meilleures conditions possibles, en faisant un cycle par jour à 90% de décharge, en utilisant les rendements moyens, on ne prend pas les rendements maximum, mais on prend les rendements globaux, on va dire. C'est quand même une bonne situation, en estimant qu'on va réussir à faire les 6500 cycles annoncés, et avec le panneau solaire tout le temps au soleil. Enfin, en tout cas, lorsqu'il y a le panneau soleil, on considère qu'il est branché en fixe et qu'il produit toute l'année, pendant 20 ans, pendant plusieurs années. Lorsque on décharge la batterie, il faut la recharger, le panneau solaire n'est pas suffisant, et il faut le réseau. Le réseau peut être les heures pleines, les heures creuses ou l'énergie solaire du surplus d'une installation d'autoconsommation. Donc je l'ai symbolisé par des euros, des centimes d'euros au kilowattheure. 12 centimes, c'est le tarif, on va dire, tarif heure creuse constaté en France, suivant les régions en fait. Le 8 centimes, c'est à peu près le prix de revient d'une installation d'injection réseau solaire. Et 25 centimes, c'est plutôt le prix TTC standard en heure pleine. Donc j'ai fait un petit tableau avec panneau solaire, sans panneau solaire, et là on constate que le prix de revient de notre énergie en passant par la Fossibo, en incluant le prix du stockage et de la gestion de l'énergie, on est entre 18 et 31 centimes le kilowattheure avec le panneau solaire et entre 18 et 42 centimes le kilowattheure avec le panneau solaire. Donc là on voit bien qu'on n'est ni gratuit ni rentable. Ça coûte plus puisqu'on rajoute de la technique. En bas j'ai mis que le calcul, je l'ai fait avec 17 153 kWh de consommé sur 18 ans, avec bien sûr de consommer sur la Fossibo, avec bien sûr en dessous les kilowattheures pris sur le réseau, puisqu'il y a un rendement entre les deux, il y a des pertes. Donc ça c'était dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, c'est ce que ça va coûter en kilowattheure, en euros de kilowattheure. Et ça, c'est aussi, on peut aussi le déporter sur d'autres systèmes, comme des systèmes avec batterie quelconque, des rétrofits, des véhicules qui chargent, qui déchargent. C'est générique comme raisonnement, même si les valeurs changent un petit peu. Bon, si on prend quelque chose de plus réaliste, on fait toujours notre cycle à 90% par jour. On va prendre les rendements réels. Donc moi, je les ai calculés avec des exemples de consommation, quelque chose de plus réaliste. En faisant un cycle par jour, donc on a une certaine quantité d'énergie qu'on va répartir sur 24 heures. Ça va nous donner un rendement. Donc c'est ces rendements-là que j'ai pris, qui est, je crois, de 69%.
pour l'onduleur, et puis c'est différent pour les autres. On va plutôt prendre les 3000 cycles de batterie, et je vous expliquerai un petit peu après pourquoi je prends 3000 cycles, et on va considérer qu'on est sans le panneau solaire. Parce que d'abord, on étudie la Fossibo, on n'étudie pas nécessairement le panneau solaire, et le panneau solaire fourni n'est pas du tout fait pour être en permanence raccordé dessus et au soleil. Donc on va partir du principe qu'on l'utilise en stockage énergétique, comme la plupart des gens le font en réalité. Donc avec le même tableau, on se retrouve avec un kilowattheure qui va osciller entre 38 et 71 centimes d'euros le kilowattheure. Moi personnellement, il n'y a rien de choquant. C'est juste que on rajoute 30 à 40 centimes pour le stockage et pour les pertes. Donc là, j'ai fait le calcul, on se retrouve avec 8 ans de fonctionnement pour 6600 kWh. On a au moins la moitié des kilowattheures, donc on a beaucoup de baissé. Une consommation sur le réseau de 12 000. Vous voyez, le rendement n'est pas terrible. Alors ça, c'est pas propre à la Fossibo elle-même, c'est propre au fonctionnement, à l'usage. Ça ne veut pas dire que la Fossibo est pas bien, mais ça veut dire que le fait de faire des cyclages en prenant de l'énergie sur le réseau avec un coût particulier, on augmente le prix de cette énergie. Pourquoi 3000 cycles? Parce qu'on va me dire, dis donc Guillaume, tu utilises 3000 cycles, c'est pas cool. Voici les courbes de l'évolution de l'état de santé des batteries en fonction de la profondeur de décharge avec une batterie qui est déchargée, on va dire normalement, à 25 degrés. On constate que ça c'est une courbe constructeur, on constate que les 6500 cycles, à la fin des 6500 cycles, on n'est pas du tout capable de décharger 80 ou 90% dans la batterie. Il y a une perte de capacité qui fait qu'on ne peut pas aller tenir les 6500 cycles. On peut au mieux arriver, en admettant qu'on décharge 80% et non pas 90% comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on commence déjà à réduire la performance de la batterie, on va être entre 3005 et 4100 cycles de durée de vie de batterie. Et après, la batterie n'est plus capable de faire son travail, elle va le faire mais en diminuant. Donc en fait, c'est comme si on prenait 6500 cycles divisé par 2 en fait. On a la moitié des performances puisqu'on perd au fil du temps quelque chose d'assez linéaire. Pour en donner pour preuve, on reprend l'étude que j'avais citée déjà dans plusieurs vidéos, l'étude de IT Power en Australie qui a, dans son rapport numéro 11, mis les conclusions sur notamment la batterie Pilontech US 2000B, qui était une des meilleures batteries qu'ils ont testées. Ils ont testé des dizaines, et ils ont obtenu au bout de 2570 cycles, il restait plus que 78% de capacité dans la batterie. Donc on est bien sur une baisse bien plus rapide que ce qu'on croit. C'est mieux que le plomb. Mais il ne faut pas se leurrer, on en perd aussi. Concernant les courbes, on a d'abord les courbes du chargeur. Alors, il y a des courbes qui vont être plus compliquées que d'autres. On constate là en vert c'est la Fossibo. Donc le chargeur monte à 91% lorsqu'il est aux alentours de 1600 watts, 1200 watts. On peut la comparer avec la courbe jaune qui est la courbe d'un Multiplus 3048 qui est meilleure au début mais moins bonne après. La courbe de bleu, c'est l'onduleur I. Pour ceux qui me suivent, ils savent ce que ça veut dire I. Le rouge, c'est l'onduleur W. Donc on peut dire que le chargeur, à part à basse puissance, il est globalement de bonne qualité. Il y a moyen de faire mieux, mais on ne peut pas dire que c'est un mauvais chargeur en termes de rendement. Concernant le régulateur MPPT, on est un petit peu dans la même conclusion, puisqu'on a l'onduleur W qui est le plus bas, le I qui est un petit peu au-dessus. Ensuite, on a le Fossibo, et puis on a le Victron en jaune qui est un peu mieux, mais ce n'est pas non plus exceptionnel en comparaison, puisqu'on a un MPPT qui va osciller, qui va monter jusqu'à 97% pour finir à 92%, qui va être plutôt réactif au début et globalement il va bien s'en sortir. J'ai constaté ça et c'est satisfaisant, d'autant qu'il arrive à rehausser la tension assez facilement pour charger en 48 volts. Concernant l'onduleur maintenant, alors l'onduleur c'est un petit peu plus mitigé. Certes, le rendement est supérieur à l'onduleur W et l'onduleur I, à peu près tout le temps. Il n'est pas mieux qu'un Victron, c'est-à-dire que le Victron il est meilleur en basse puissance et un peu moins bon en haute puissance, puisque l'onduleur Victron va être plus adapté à l'autonomie pour les faibles consommations que pour les grosses puissances. Et là, on voit quand même qu'on est dans le cadre, avec la Fossibo, on est dans le cadre d'un onduleur de travail qui est fait pour faire des grosses puissances, un bon rendement à haute puissance. Alors si on zoome un petit peu, on peut constater que la courbe verte fait une oscillation, elle monte et descend. Bon, ça c'est lié à mes valeurs. En fait, les valeurs qui sont les plus basses, je les ai pris à un moment différent que les valeurs qui sont les plus hautes. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'avais des valeurs à froid et des valeurs à chaud. C'est-à-dire que quand la Fossibo, elle a fait plus de 10 minutes de
de puissance, en l'occurrence c'était 1200, 1600 watts, eh ben elle perd en rendement. Et son rendement chute. Je ne sais pas pourquoi, le constructeur m'a pas dit pourquoi. On perd 5, 6, 8% suivant les moments. Et après, on les récupère pas en fait. Il faut qu'elles refroidissent pour reprendre quelques pourcents. Si on reste pendant 2 heures à 1200 watts, on est sur le rendement le plus bas, en chaud. Ça, je n'ai pas su l'expliquer réellement. Je ne sais pas s'il y a des composants qui ont besoin d'être plus ventilés, qui perdent plus d'énergie, qui sont moins performants à chaud. Je n'ai pas l'info. C'est la première fois que je vois un onduleur faire ça. Mais il faut le savoir, c'est-à-dire que le bon rendement de l'onduleur est toutefois contrebalancé avec le fait que dès qu'il est un peu chaud et qu'on use un petit peu de la puissance, eh bien, le rendement se dégrade. Moi, je pense qu'on est dans le cadre d'une surexploitation de l'électronique parce qu'on a une centrale nomade, on peut sortir beaucoup de puissance instantanément pour des usages ponctuels. Et quand ça dure un petit peu, le rendement est moins bon parce que c'est pas fait pour. Je pense que c'est surtout fait pour des usages ponctuels. Si on zoome un petit peu, on voit que l'onduleur Fossibo, il est quand même toujours supérieur au W et au I. Il est en dessous du Victron. Bon, ça lui fait quand même un rendement de 49%. Bon, c'est pas énorme. On aurait préféré 70, 60. Bon, c'est 49% pour une consommation d'1 kWh par jour. Donc vous voyez bien, si on a 1 kWh en alternative, il faudra en prendre un peu plus que 2 sur la batterie. Donc ça réduit pas mal les performances pour les petits usages. Donc voilà pour les tests, pour la partie technique. Alors moi je vais vous dire un peu ce que j'aime pas. J'ai noté sur une petite feuille, parce que je me souviens pas tout par cœur. Alors ce que j'aime pas, c'est la lampe qui tombe tout le temps. La lampe derrière qui est aimantée, je l'ai fait tomber 3 fois au moins. Ça m'embête un peu, du coup je la mets pas. D'autant que quand elle est en place, elle charge pas, elle est pas en induction, il faut la mettre en USB. Je vois pas l'intérêt de la mettre derrière, autant la mettre dans la sacoche. L'absence de disjoncteur et de sectionneur, donc disjoncteur différentiel de préférence. Même s'il n'y avait pas de mise à la terre, au moins un différentiel aurait été le bienvenu. C'est pas pour le prix. Il ne s'agit pas de mettre le modèle normalisé, mais au moins en interne avoir un disjoncteur qui a la même fonction. Ça leur aurait coûté 30 € de plus à l'inclure à l'intérieur et avoir un bouton en façade. Ils auraient même pu le faire électroniquement en fait. Ne serait-ce qu'avoir la protection sans pour autant le garantir, si vous voulez. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où il y a des normes, on garantit. Et puis un sectionneur batterie. J'aurais aimé avoir quelque chose qui me permet de couper la batterie en cas de problème. Si la machine s'emballe, s'il y a un court-circuit, s'il y a quelque chose de grave au niveau de la batterie, c'est le BMS qui coupe. On délègue tout au BMS. Il y a des situations où on aimerait bien être sûr qu'elle ne se mette pas en marche toute seule, la machine. Ce serait bien d'avoir sur le côté, mais de manière un truc rotatif, parce qu'il y a de la place là-dedans. Un sectionneur rotatif pour être sûr qu'on l'a mis complètement éteint. Enfin, qu'elle ne va pas se relancer. Voilà, quitte à ce que ce soit un peu anti-vol, vous voyez. Ça m'aurait plu. Le mauvais équilibre du produit, j'en ai parlé au début, mais c'est vrai qu'il se pète tout le temps la figure. Au niveau levage comme ça va, mais droite-gauche, ça va pas. Mauvais équilibre. Moi, j'aime pas. La non-réparabilité, on peut pas réparer. Faut croiser les doigts pour la durée de vie. Les roulettes, alors, elles sont petites, mais elles sont surtout pas tout terrain, du tout. Elles sont pas faites pour rouler sur le gravier. Quand on lève, c'est fait pour du plat. S'il y a un petit caillou, s'il y a de ça, même de la terre, elles sont pas adaptées au poids en fait. Faudrait un diable en fait, des roues de diable, quelque chose d'un peu costaud pour ça. Là, c'est des roulettes de bureau. C'est pour le déplacer dans l'ascenseur. C'est pour aller à l'aéroport et encore, même je suis pas sûr que certaines marches, j'arrive pas à monter les marches avec. Hein. C'est dur. 40 kilos dans les marches, c'est dur. Donc les roulettes, je les trouve pas adaptées. Les pertes, il y a quand même beaucoup de pertes sur ce genre de produit. C'est à mon avis pas si grave pour ce produit-là en particulier, mais du coup il y a la ventilation. C'est vraiment la ventilation le point noir, surtout en photovoltaïque, en usage en 230 volts. Si c'est pas des puissances astronomiques, ça va, mais en photovoltaïque, dès que ça monte un peu en puissance, ça souffle, ça turbine. Et chez moi, j'avais vraiment l'impression que c'était une machine à laver qui tournait. Pourtant, c'est dans une autre pièce. C'est trop fort. Et si c'est pour les gens qui sont en camion et qu'en plus on crève de chaud dans le fourgon, il va ventiler tout le temps le truc. Ça va être énervant. Hein. D'autant que tous les matins, il va faire bip à chaque fois que le soleil se lève. Le soir, il va faire bip quand il s'éteint. Donc, j'aime pas. Ce que j'aime pas aussi, c'est le signal du courant. La qualité de la sinusoïde du courant. Enfin, il n'y a pas de sinusoïde de courant en fait. Le signal, il est haché, il est pas propre. Il ne permet pas à tout ce qui est moteur de tourner de manière très propre. Donc, je suppose que des usages motorisés, j'entends par là, alors des compresseurs effectivement, mais
Quand ça s'arrête de temps en temps, ça va. Mais si on a des moteurs qui tournent très très longtemps, je suppose qu'ils vont surchauffer. Ils vont mal tourner, ils vont peut-être pas avoir la totalité de leur puissance et ils vont surchauffer. Le courant est pas très propre pour cela. Les ports USB, je trouve qu'ils sont trop forts en puissance. J'ai pas réussi à charger mon téléphone dessus, ni ma caméra d'ailleurs. Le courant est trop fort, il aurait fallu des ports USB un peu plus faibles, parce qu'il envoie direct 3 ampères et ça bloque. Les petits appareils, on n'a pas toujours besoin de grandes tablettes. Hein. Ma petite caméra, elle veut pas charger par exemple. Le power bank aussi, la petite batterie de secours, elle veut pas charger, ça veut pas. Par contre, effectivement, la lampe torche qui est fournie avec, elle marche. Bon, voilà. Bon. Mais ça, c'est propre à beaucoup de chargeurs. Mais c'est vrai que là, c'est dommage qu'ils aient mis. Il aurait fallu qu'il y ait une alternative en fait. Pour le 12 volts, moi j'ai constaté quand même qu'il y avait des chutes de tension et qu'il assurait pas le courant en entier sans vraiment descendre en dessous de 12 volts. Je le trouve insuffisant. Même si c'est cool qu'il soit là, je le trouve insuffisant. Faut pas avoir des gros usages en 12 volts. On peut le faire 3600 watts en 230, mais en 12 volts, ils ont pas mis les moyens pour pouvoir avoir, par exemple, un petit chargeur de batterie pour la batterie de démarrage, un petit quelque chose en 12 volts de vrai, quoi. On a la puissance et on n'a pas la fonction booster, on n'a pas la fonction dépannage, il faut passer par le 220 à chaque fois, ce qui est bien aussi, mais voilà, je trouve ça un peu limite comme usage. Ce que j'aime pas aussi, c'est que quand on met en charge à partir du réseau ou à partir d'une source externe en 230 volts, ça coupe le solaire. Donc c'est-à-dire si imaginez, vous préparez, vous partez en vacances et vous voulez finir de la charger, vous mettez votre petit panneau solaire dans la cour, là, sur la terrasse, vous mettez à charger, et puis il faut y aller, ou alors la journée n'a pas suffi pour la charger, parce que c'est quand même un petit panneau solaire par rapport à la taille de la batterie. Vous voulez le charger plus vite pour partir le soir, mais vous voulez continuer à profiter de l'énergie solaire, il reste peut-être 50 watts, 100 watts. Si vous chargez avec le réseau, ça coupe le régulateur solaire. Ça, j'ai trouvé ça bête. Moi, j'ai pas pu charger les deux en même temps. C'est l'un ou l'autre. Donc du coup, si vous avez une gestion en autoconso avec des automatismes à la maison et tout, vous êtes obligé de rajouter quelque chose en externe qui enclenche le réseau. C'est chiant. C'est chiant. Vous pouvez pas paramétrer le fait que la charge se déclenche à tel pourcentage. Il n'y a pas de ce genre de fonction là-dessus. Ça, c'est vrai que c'est embêtant. Pareil, il y a l'impossibilité de charger avec le groupe électrogène. L'appareil, alors le fournisseur m'a dit oui, mais c'est parce que là, c'est pas une sinus propre, c'est pas une fréquence propre. Non, il devrait pouvoir le faire. Il n'a pas de filtre, il dégrade le signal, donc dès qu'il y a un groupe électrogène, il rehausse la tension, il y a quelque chose qui ne va pas et il refuse de charger. Alors c'est un peu dommage, parce que quand on est nomade, quand on est en fourgon, quand on s'en sert en vacances, on peut pas avoir un petit groupe essence. Imaginez, je suis forain ou j'ai un petit commerce dans une roulotte, ce qui va être le cas parce que c'est là que ça va aller. Ça va aller dans une roulotte pour une couturière qui fabrique des jouets pour enfants et pour ordinateurs, enfin 2-3 choses. Et admettons qu'elle soit en panne de courant, elle pourrait pas prendre l'énergie de quelqu'un qui aurait un petit groupe électrogène derrière une friterie où elle serait obligée de trouver le réseau de manière stable ou effectivement mettre le solaire sans se faire voler le panneau. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que justement ce côté centrale mobile, imaginez pareil, vous partez, vous faites une teuf. Voilà, vous êtes DJ, vous allez dans le fond du champ faire une teuf, vous alimentez toute la nuit, vous êtes content, ou la tireuse à bière, ou ce que vous voulez. Il va manquer de l'énergie quand même. Si dans la nuit vous vous dites, on va essayer de tourner le plus possible sur la batterie, et dès qu'on peut, on démarre le groupe. Quand vous allez démarrer le groupe, vous êtes obligé de prendre un assez gros groupe, mine de rien. Parce que vous êtes obligé d'éteindre ça, vous ne pourrez pas la recharger, vous serez obligé d'attendre le lendemain qu'il y ait du soleil et brancher en direct sur le groupe vos usages. Vous ne pourrez pas recharger. C'est frustrant. Moi, je trouve pas ça cool. Il y aurait pu avoir, à la limite, un mode groupe électrogène, vous voyez, qui enlève toutes les sécurités et qui prend ce qu'il trouve, quitte à couper le 230 volts, l'onduleur, à garder que le chargeur, vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait été bien, ça aurait été facile à faire, c'est juste un bouton qui désactive l'onduleur et qui laisse que le chargeur. Bon, je l'ai déjà dit, le fait qu'il n'y ait pas de disjoncteur, et j'aime pas la fiabilité de l'affichage. On en a déjà parlé, les watts, ils sont pas bons. Après, pour pondérer, j'ai vu des vidéos anciennes, de démonstrations anciennes, c'est-à-dire de l'année dernière, et j'ai lu des critiques journalistiques où les affichages étaient pires que ça. Il y a même un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait des watts qui s'affichaient alors qu'il n'y avait rien de branché. Peut-être qu'ils annonçaient les watts consommés par l'onduleur, enfin je sais pas comment... Mais il est pas bon, il peut se tromper jusqu'à une centaine de watts. Alors, c'est pas grave qu'il soit pas bon.
C'est juste qu'effectivement, si on se base là-dessus pour vérifier les performances du produit, on va pas y arriver. Ça va pas être bon. L'affichage n'affiche pas la réalité. Oui. Mais par contre, l'affichage est suffisant pour l'usage qu'on en fait. Moi, je l'ai branché sur ma maison, je regardais l'affichage, j'ai même pas essayé de vérifier avec un autre compteur si c'était bon. J'avais déjà fait les tests et les courbes, je savais à quel point il était bon ou pas. Et l'affichage me convenait. Voilà. Il convient à l'usage. Bon, ce que j'aime maintenant. Alors, je finis par ce que j'aime parce que quand on finit par ce qu'on n'aime pas, les gens mémorisent que ce qu'on n'aime pas, que ce qu'il y a à la fin, et après, il y a des choses que j'aime bien quand même. Alors, la solidité mécanique, même si c'est du plastique, globalement, il est clippé. À le démonter, déjà, c'était compliqué. Mais en remontant, j'ai rien cassé. C'est tout clippé partout. J'ai pas pu remettre certains caoutchoucs parce qu'ils étaient collés. Mais globalement, malgré les coups qui s'est pris dans le camion, malgré tout ça, c'est solide. La batterie est bien fixée. Tout est boulonné, solide. Ça, j'aime bien. Il y a intérêt pour du lithium. L'esthétique, moi, j'aime bien l'esthétique. Après, c'est un peu une forme commune maintenant de la plupart des centrales, donc c'est vrai qu'ils sont mis comme ça. Il n'a pas une couleur bizarre, il n'a pas des boutons inutiles, il a un bon esthétique. Il est simple, je le trouve simple. J'ai pas eu dans la notice, ils expliquent pas vraiment en fait ça. On comprend tout de suite à l'écran, on comprend la plupart des trucs, la plupart, parce que au lieu de montrer solaire ils montrent le petit logo de la prise sur lequel on a branché. Pareil pour le 230 volts, ils mettent le logo d'une prise de courant normale, donc ça on le comprend mieux pour le chargeur. Pour quand on décharge, c'est pas très clair, il marque 50 Hz, mais si vous voulez, quand on décharge en USB ou quand on décharge avec le 230 volts, c'est le même afficheur. Il y a juste un petit logo en plus à côté. Mais globalement, on s'en fout un peu, c'est simple. Moi ça me va quand c'est simple. Pas parce que je suis pas capable de comprendre, mais ce genre de produit doit être simple à mon avis. La complexité, on l'a plutôt dans une installation stationnaire à résidence. Ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est le premier truc que j'ai bien aimé quand je l'ai démonté et que j'ai testé, c'est que l'onduleur s'éteint pour de vrai. C'est-à-dire que c'est pas le bouton power là, il ne coupe pas l'onduleur dans le sens où il déconnecte l'onduleur. C'est-à-dire qu'il n'a plus la possibilité de se remettre en marche. Il n'y a que la charge qui peut se redéclencher toute seule. Mais sinon, quand on appuie sur Power, il n'y a plus rien qui est en marche en fait. Toute la partie USB 12 volts est déconnectée aussi. Donc en fait, le Power, c'est le Power de la batterie. C'est l'équivalent du sectionneur que je voulais tout à l'heure. Je l'aurais aimé mécanique du coup. Rotatif, mécanique à cet endroit-là. Là, c'est un poussoir qu'il faut appuyer. Donc il faut appuyer 3 secondes parce que du coup, pour éviter d'appuyer n'importe quand, tout ça. Mais j'ai quand même bien aimé que ça coupe vraiment l'onduleur. C'est pas l'onduleur qui se met en veille, en mode je consomme 2 watts. Non, là, ça coupe vraiment. Le pourcentage, alors pas les heures, mais le pourcentage dessus, je l'ai trouvé fiable. Alors bien sûr, le dernier pourcent en bas ou en haut, ils ont de la latence, parce que quand c'est à 100%, ça reste un 100% un petit peu pour l'équilibrage des cellules. Et quand c'est à 0% ou à 1%, ça reste un peu plus longtemps, parce que ça attend la tension minimale. Mais globalement, les pourcentages... Mon oscilloscope qui vient de s'éteindre. Globalement, les pourcentages, ils sont bons. Et je les trouve suffisants. J'aurais bien aimé qu'ils rajoutent les ampères-heures, les watts-heures consommés sur la batterie et tout, mais comme justement les valeurs sont pas très bonnes, vaut mieux laisser les pourcentages. Et le seul pourcentage utile, pour rappel, on en a parlé déjà, mais c'est le pourcentage utilisable. C'est pas le pourcentage total de la batterie. La molette ACEIN, là, même si elle est un peu kitsch, elle fait un petit peu bouton de radio des vieux autoradios, j'ai bien aimé qu'ils nous proposent 400, 800, 1200, 1600 et 2200 watts, qu'on puisse choisir la puissance. Et c'est assez souple. Vous voyez, si on passe de 800 à 400, ça fait pas une coupure. Ça va petit à petit passer de 800 à 400. On lui a dit de passer à 400, il y va petit à petit. Vous voyez, il n'arrête pas pour reprendre. C'est assez souple, assez variable. Moi, j'aime bien. C'est-à-dire que si vous avez un abonnement 3 kW chez vous, vous êtes en train de recharger à 2,2 kg et que vous avez besoin de démarrer une cafetière, un machin, qu'il y a quelque chose, vous avez besoin de la machine à laver, vous pouvez le baisser à 400. Il va continuer à charger. Admettons que vous voulez partir au marché, au travail, vous avez besoin de l'installation. Vous pouvez l'adapter, ça. Alors, je suppose que les électroniciens pourraient l'automatiser et tout, mais je pense que les électroniciens, ils n'achètent pas ça. J'aime bien aussi le fait qu'on peut exploiter le 12 volts et l'USB sans que l'onduleur soit allumé. Ça, c'est bien.
On n'est pas obligé d'allumer l'onduleur pour exploiter le 12 volts. Alors l'USB se met en veille, je crois que le 12 volts aussi. L'onduleur se met pas en veille du tout. Ce qui n'est pas plus mal. Parce que s'il y a un frigo qui doit redémarrer, il ne faut même plus qu'il ne se mette pas en veille. Mais par contre, toute la partie USB 12 volts, s'il détecte que ça ne consomme pas, il s'éteint. Il ne s'éteint pas tout de suite, il met un certain temps. Je ne sais pas si c'est bien. Pour certains usages, ça doit être dérangeant. Notamment pour le 12 volts, si on a branché par exemple l'éclairage du fourgon. Vous savez, dans les fourgons, dans les caravanes, on a des lampes 12 volts, des interrupteurs. Si on le branche en direct dessus en disant j'ai déjà ma batterie, eh ben ça va pas marcher. Parce que si vous éteignez la lumière en vous couchant et que vous espérez qu'il y ait de la lumière au réveil, bah vous l'aurez pas la lumière. Il faut avoir accès au petit bouton qui est là. Voilà, pour qu'il y ait du 12 volts. Ça, suivant les applications, c'est bien ou pas bien. C'est bien parce que si on l'oublie, il s'éteint tout seul. J'aime bien les cales en caoutchouc qu'il y a dessous, qui bloquent quand on lève, qui permettent aux roues d'être en suspension dans le vide quand il est à plat. Donc les cales en caoutchouc qui nous permettent d'arrêter d'avancer au moment où on le cale. Mais il en manque 2 derrière, parce que quand on le lève, la roulette a tendance à faire tomber le chariot, la station. J'aurais bien aimé avoir 2 petites cales en caoutchouc qui soulèvent aussi les roulettes à ce moment-là, quand on le met debout. Parce que quand on le met debout, a priori, on veut pas qu'il roule. Il en manque 2. Donc ça peut peut-être se bricoler sur le vôtre, peut-être. Moi, j'aime bien l'efficacité du régulateur MPPT. Globalement, il a l'air plutôt efficace. Alors, bien sûr, à basse puissance, c'est pas une flèche. Mais j'ai constaté qu'il avait au moins une qualité. C'est qu'il charge avec une tension faible. C'est-à-dire, si on lui met 12-20 volts, peut-être une vingtaine de volts, il va commencer à charger. Il va rehausser la tension pour arriver aux 48 volts de la batterie. Et pareil, il va réussir à la baisser. Alors moi, j'ai testé en 120 volts, je suis passé à 160. Il a au moins cette qualité-là, c'est qu'il est plutôt efficace par rapport à la qualité du produit, qui n'est pas le haut de gamme, vous voyez. Et il commence très très bas. C'est pour ça qu'il accepte des panneaux uniques ou presque tout type de panneaux. Vous prenez un petit panneau 12 volts quelconque, ça va marcher. Donc ça, j'ai plutôt apprécié. A contrario, si l'appareil est éteint et que vous mettez un panneau solaire et qu'il y a à peine assez de soleil, il va se passer son temps à clignoter et à biper. Et ça, c'est énervant. Ça, par contre, c'est pas bien. Mais bon. Et ce que j'aime aussi, c'est le signal de la tension. C'est vraiment un pur sinus. Pas pour le courant, mais pour la tension. Même en cas de surcharge, quand je suis tombé même à 180 volts, je crois, c'était toujours un sinus. Ça, j'ai bien aimé. C'est cool. Alors, mis à part les j'aime pas, la conclusion en général pour ce type de produit. Bon, ça va être un peu dans le négatif, mais c'est pas un appareil adapté au fonctionnement en autoconsommation. C'est-à-dire tout ce qui est automatisme chez vous, si vous pensez pouvoir gérer vos surplus, alors à part manuellement à recharger vous-même, c'est pas fait pour. C'est pas fait pour gérer intelligemment le réseau, c'est pas fait pour distribuer l'énergie intelligemment de la batterie vers les utilisateurs, puisque dès que c'est branché, ça transfère toute l'énergie en sortie, donc c'est juste un chargeur qui fait un transfert. C'est d'ailleurs limité à 2500 watts, attention. Et c'est pas très adapté au cyclage jour-nuit. Vous savez, on en parlera dans une vidéo, ce sera sur la voiture électrique davantage, mais sur le cyclage, les gens qui veulent recharger en heure creuse et profiter en heure pleine en 10 ans, on fait des économies comme ça, c'est pas du tout adapté en fait. Parce que c'est trop cher, ça perd de l'énergie, le rendement est pas très bon, charge-décharge, vous perdez 25-30%, puis en plus vous utilisez un équipement qui est relativement cher pour faire ça. Donc si vous voulez le faire en journée pour charger au solaire, restituer la nuit, c'est la même chose en fait. C'est juste que vous n'avez pas envie de donner vos kilowattheures, mais le bilan énergétique et le bilan économique n'est pas bon. C'est pas fait pour. Libre à vous de le faire en disant plutôt qu'il dorme dans un placard, on va l'utiliser parce que sinon il va s'user pour rien. Une fois que vous l'avez acheté, voilà, faut qu'il serve à quelque chose. Moi personnellement, si je le gardais pour moi, moi je vais l'utiliser une année avant qu'il aille dans le. Je pense, je le positionnerai quelque part avec son panneau solaire et puis il alimentera quelque chose dans l'atelier en permanence, disons. Plutôt pratique, effectivement, quand vous avez un petit atelier en fond du jardin et que vous voulez l'alimenter, il va faire le job. Par contre, c'est vrai que charger, décharger à partir du réseau, à partir d'une autre source et s'en servir que de batterie, c'est pas, faut que ce soit utile, quoi. Le côté mobile doit être là, sinon ça n'a pas de sens. Je considère que c'est pas adapté à l'autonomie en site isolé. Pourquoi ? D'abord parce que la consommation à vide, je la trouve un peu élevée.
Elle est toutefois équivalente aux anciens Multiplus Victron et anciens onduleurs Victron. Vous savez, les gros cubes en aluminium bleu qui ne sont pas le Multiplus 2 mais le Multiplus 1 par exemple, qui eux consommaient dans les 36 watts. Et ben, c'était pas si grave en autonomie parce qu'on mettait des grosses batteries derrière et beaucoup de panneaux solaires. Là où c'est grave ici, c'est que la batterie est toute petite. Et il n'y a pas d'extension de batterie. Le fournisseur m'a dit que si, mais j'ai pas vu où. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une extension de batterie? Je ne sais pas. La batterie d'origine est trop petite pour ça. Elle se décharge trop vite. En 5 jours, il n'y a plus d'énergie. 20% par jour, plus de 20% par jour. C'est la consommation qu'on devrait avoir en autonomie. C'est-à-dire il faut produire 2 fois plus que ce qu'on avait prévu comme panneau. C'est-à-dire qu'il faut doubler la taille des panneaux pour compenser la perte du système. Donc je trouve que c'est pas adapté. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire. Par exemple, si vous avez une tiny house, ça c'est pas bon. Ça, à mon avis, si votre tiny house elle vous sert de caravane pendant les vacances, oui, c'est bien. Si c'est pour tous les jours, non, c'est pas bien. Vous allez voir, ça va pas vous convenir. Vous allez le revendre au bout d'un moment. Je préfère être clair, c'est pas fait pour. Donc du coup, on en vient au fait que c'est un produit à usage ponctuel, saisonnier ou mobile. C'est vraiment, ça doit être du dépannage, ça doit être de l'occasionnel, ça doit être, un mobil-home de chantier, pour les vendanges, on se déplacer. Dès que vous avez un local que vous avez délocalisé, que vous voulez avoir un petit peu d'énergie, ça va être adapté. Vous voyez, tous les matins, vous arrivez avec les gens qui récoltent les pommes, par exemple, vous avez un petit spot pour boire un coup l'après-midi, vous l'emmenez dans le fourgon, vous le posez, vous avez du jus pour la cafetière, pour plein de trucs en fait, pour la visseuse. C'est pratique dans ce sens-là. C'est aussi pratique que quand on a une enceinte pour la musique en chantier et qu'elle est rechargée au lithium et qu'on veut qu'elle dure la journée. Bon là c'est pareil, sauf qu'on branche l'enceinte dessus, et la batterie est un peu plus grosse. Donc c'est vraiment cet usage-là qui est ciblé. Donc c'est voyage, vacances, artisanat et petites fêtes. Artisanat notamment quand les artisans ont besoin d'électricité dans un local où il n'y a pas encore l'électricité. Puis les petites fêtes, vous voyez, les petites fêtes, les ados qui vont poser du son, même aller sur votre terrain de loisirs, vous n'avez pas mis l'autonomie, mais vous avez une centrale solaire, et c'est ça. Plutôt que avoir votre terrain de loisirs avec votre étang qui est totalement autonome, mais vous n'y êtes jamais, et puis vous avez peur de vous faire voler les panneaux solaires, ça vous ira du coup. Ça vous ira, parce que vous l'emmenez, vous mettez votre panneau sur place, et vous pouvez alimenter votre frigo, votre sono, ça va le faire pour le week-end, pour la semaine, il faudra peut-être faire attention à l'énergie, mais ça va le faire. Donc vous voyez, l'usage, il est vraiment spécifique. L'étendre à la maison, à l'autonomie en général et à alimenter tous les appareils, bien sûr que non. D'autant que moi, ce que je conseille, c'est de n'alimenter que des appareils de classe 2. Vous voyez, des appareils isolés qui n'ont pas besoin de la terre. Puisque la terre n'est pas gérée par l'appareil et que les défauts à la terre ne déclenchent pas l'arrêt du courant, vous n'utilisez que pour des appareils de classe 2. C'est vachement limitatif. Ça veut dire que vous pouvez même pas mettre un ampli, une table de mixage en métal. Là, vous avez les Yamaha. Il y a plein d'appareils que vous pouvez pas. Des choses que vous pouvez pas faire. Si vous le mettez, ça veut dire qu'il vous faut un petit coffret électrique à côté avec un différentiel, une prise de terre, le neutre à la terre. C'est possible. Si justement c'est votre terrain de loisir, vous y allez, vous voulez être sécurisé, vous laissez le coffret sur place. Prêt avec la prise de terre, il n'y a plus qu'à brancher c'est possible. Mais moi je pense dans un premier temps, limiter à ces appareils-là. Pareil, les limiter à 1700 watts. Moi je pense que c'est pas adapté à plus de 1700 watts pour un usage courant. Vous pouvez faire des tests, vous pouvez rigoler, vous pouvez mettre le four, vous pouvez faire plein de trucs, vous serez content. Mais en usage, si vous êtes toute la journée, si vous vous basez sur 1700 watts, vous n'allez pas aller au-delà des performances de la batterie nominale, si vous voulez. Et l'onduleur va rester dans un rendement correct. Au-delà de 1700 watts, on commence à prendre un seuil qui fait que ça va décharger très très vite. Pareil pour les panneaux solaires, je pense qu'il ne faudrait pas mettre plus de 1200 watts de panneaux. Pour plein de raisons. D'abord parce que c'est pas tout à fait bridé à 2000 mais à 1850 watts. Et à 1200 watts de panneau, on va pouvoir monter à un peu plus de 1005 en plein soleil. Et à partir de 1005, ça ventile beaucoup. Beaucoup. Donc 1002, ça me paraît le max, voire même 1000, ça charge relativement bien. Donc restez modeste sur la charge et je pense que ça se passera bien. 1000 watts, c'est beaucoup. 1000 watts de panneaux solaires, on fait plein de trucs avec. Ma remorque solaire, elle avait 1000 watts de panneaux. La première version, on avait 540. Et on alimentait plein de choses, des chambres froides, des sonos. Faut pas trop s'emballer sur la puissance des panneaux à ce niveau-là. Moi, je pense que les arguments habituellement exposés pour promouvoir le produit, ils sont, à mon avis, impropres. Tous ceux qu'on a vus tout à l'heure, ils sont impropres.
voire parfois mensongers. Alors, je ne sais pas s'ils sont réellement mensongers, mais bon, je vais les reprendre. Alors, énergie propre, si c'est juste pour dire énergie solaire, bah non, on parle d'énergie propre dans le cadre du panneau, mais pas dans le cadre du stockage. Donc, si le panneau solaire fonctionne plus de 3 ans en permanence et l'énergie est utilisée, ça veut dire qu'il a produit plus que ce qu'il a consommé. On peut considérer que l'énergie d'après, l'année d'après, elle est propre. Vous voyez? Donc, le reste ne l'est pas. Durable. Alors, la notion de durable, elle est liée au renouvelable à mon avis, ou à la durée de vie du produit. Là, c'est pas prouvé. C'est vrai que c'est du lithium, donc comparé à une batterie, vous aurez mis une IMH et une ICD, peut-être qu'elle aura duré moins longtemps. Mais vu la qualité de l'électronique et la qualité en général et le prix pour lequel c'est proposé, j'ai un doute sur le durable. Est-ce que ça va durer 20 ans? Je crois pas. Je pense qu'il y aura des petits trucs avant qui vont pas aller. Le panneau solaire, c'est un peu pareil. Vous voyez, les coutures, le fait qu'il n'est pas fait pour l'extérieur réellement, durable. Alors effectivement, si vous l'utilisez une semaine par an pendant 20 ans, bah vous l'aurez utilisé 20 ans. Mais vous l'aurez utilisé à moins de 6 mois au total. Donc ça n'aura pas du tout résolu le problème à ce niveau-là. Écologique, c'est la même chose. Donc l'écologie, c'est un système, c'est un environnement, c'est une boucle. On ne peut pas juste dire que c'est écologique parce que c'est solaire. Vous voyez, avec mon ancien associé, en 2007, on a fabriqué des éco-générateurs mobiles, les Eugène qu'on appelait. Des petites boîtes avec des panneaux solaires qui se dépliaient, il y avait une batterie plomb dedans, il y avait des roulettes, il y avait un différentiel, une prise de terre. La prise de terre, c'était une petite lamelle de métal en dessous qui se mettait en contact avec le sol, c'est suffisant la plupart du temps. Il y avait un petit tiroir, une clé, il y avait les ampèremètres, on pouvait tout voir. Ça faisait 250 watts, mais on avait tout réfléchi. On avait fait en bois, on avait peint avec de la peinture à l'huile. On avait fait en sorte à ce que tout soit recyclable avec de la bonne qualité et tout, onduleur suisse. Le produit, il a fonctionné. Alors, en tant que générateur mobile, il a fonctionné jusqu'en 2011. À partir de 2011, j'ai recyclé les panneaux pour un autre usage. La boîte, elle a servi pour un système plus gros. L'onduleur, il a été dans un camping-car parce que la batterie, elle était morte, fallait la changer et puis il n'y avait plus usage. Et puis au bout d'un moment, il y a des produits de ce genre qui arrivaient sur le marché. On avait beaucoup plus travaillé le côté éco-responsable, écologie artisanale, locale, que ça, en fait. Donc voilà, c'est peut-être pas les mêmes produits. Le côté portable, oui et non. Je trouve que c'est pas si portable que ça. Mais bon, c'est portable, ok. Le moins cher, j'en sais rien. Peut-être que oui. Je pense pas que c'est un argument le moins cher. Parce que quand c'est pas cher, des fois, il y a un truc. Et vu la qualité qu'il y a dedans, j'hésite. Vous voyez, c'est comme si vous allez sur AliExpress pour aller acheter à 2 € un truc qui en vaut 200. C'est parce que c'est moins cher que c'est un argument en fait. Pour moi, ça veut juste dire que ça va être de la merde. Électricité gratuite, absolument pas. Elle vient de quelque part. Vous venez de mettre 2000 balles dans le système. Si vous en servez pour 1 kWh par jour en moyenne, c'est même un peu moins. Le panneau solaire, il va faire 300 ou 400 kWh par an, donc moins d'1 kWh par jour. Même si vous l'utilisez 10 ans, vous avez fait 3000 kWh. Vous avez mis 2000 € dedans, donc vous avez au moins 2 tiers, donc 75 centimes de kilowattheure. Et si vous en servez pour charger, décharger, en fait vous perdez de l'énergie en chargeant et en déchargeant. Donc en fait l'énergie que vous avez pris au réseau à 20 centimes, vous la restituez. Déjà, vous avez peut-être 70% de l'énergie que vous avez pris. Donc du coup votre kilowattheure il devient à 30 centimes et vous ajoutez le coût du stockage qui est de l'ordre de 30 centimes aussi. Donc électricité gratuite non. Tout ce qui est rentabilité, non, absolument pas. On peut pas dire ça. C'est faux. C'est comme mettre 3 EcoFlow côte à côte pour alimenter sa maison. Les gens qui ont le budget, ils le font et ils ont l'impression d'économiser de l'argent, mais non, c'est pas vrai. Faut pas faire ça. Recharge rapide, alors pas tout à fait. Parce que, comme toutes les batteries, ça a beau être marqué, on met en 2200 watts, on va charger en 2 heures. En fait, la charge baisse au bout d'un moment, comme toutes les batteries, et on peut multiplier par 2 le temps de la fin de charge. Donc, par rapport à du plomb, c'est rapide, effectivement, et 2 heures, c'est la durée la plus courte qu'on puisse faire sur du lithium, en respectant la batterie. On peut considérer que c'est rapide, mais c'est pas une voiture électrique non plus, rechargée en une demi-heure. 6500 cycles, alors, si vous voyez les courbes constructeurs, je vais pas vous les mettre là, mais j'en ai reçu quelques-unes récemment. Alors 6500 cycles, c'est à 0% de capacité. C'est-à-dire que
6499e cycle, votre batterie elle ne reste plus qu'1% de sa capacité d'origine. Donc elle a été capable de faire 6500 cycles, mais pas à 80% de décharge si vous voulez. Si on la décharge à 80%, comme on le fait pour une batterie plomb, et que c'est comme ça qu'on référence toutes les batteries plomb en termes de cycles, quand une batterie plomb dit qu'elle fait 1200 cycles en OPZS, c'est si vous faites 80% de décharge à chaque cycle. Si vous faites pareil avec une LFP, vous êtes plus dans les 3000, 3005 dans les meilleures batteries. Et dans la réalité, on est plus près des 2000 parce qu'il y a d'autres contraintes qui viennent en jeu, qui abîment la batterie pour d'autres raisons. Ça, pour moi, c'est pas un argument, c'est une base de calcul pour dire, mais si c'est l'argument, ça veut dire qu'on va prendre là où il y en a le plus, et ça me paraît pas top. 99% des usages d'application, en termes de puissance peut-être, mais le fait que ce soit classe 2, non. Le fait qu'il y a certains appareils qui se mettent en sécurité, les compresseurs on peut pas, certains appareils qui vont couper le courant parce que c'est trop de surcharge, certains appareils qui vont pas aimer le signal qui est produit, donc non, pas à 99%, moi j'ai pas pu tout mettre. J'ai pas pu tout mettre, j'ai pas osé mettre certains trucs. Et donc la même qualité que le réseau, non, absolument pas, puisque il faudrait avoir une sinusoïde parfaite en courant et en tension, une fréquence parfaite, et que la capacité de surcharge soit égale au réseau en fait. Donc non, on peut pas dire. Alors c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais ils auraient dû préciser pure sine wave voltage, donc que la tension est en pure sinus comme au réseau, et que c'est du 50 Hz comme au réseau. Après, petit bémol, il y a un réglage, là c'est marqué 220-240 volts, 50-60 Hz. Et en fait, quand on appuie sur on-off au niveau de l'onduleur et qu'on reste appuyé 10 secondes, puis après, il y a un code, c'est dans la notice, on peut changer la tension et la fréquence. Donc comme le réseau, oui, si vous n'êtes pas trompé de réglage. Si vous l'avez mis en 60 Hz, c'est pas comme le réseau du coup. Donc voilà, des petits bémols là-dessus. Moi je pense que ce type de produit, et particulièrement celui-ci, ne remplace pas un onduleur Victron par exemple. En termes de fiabilité, et surtout pas un Studer. On remplace peut-être d'autres marques, d'autres sous-marques. C'est pas à mettre en concurrence, si vous voulez. On peut pas dire celui-là il est moins cher et il est mieux. Non, il va pas le remplacer. Je pense que ce type de produits ont un problème d'encadrement sur le marché français. C'est arrivé récemment, c'est un peu comme les trottinettes quand elles sont arrivées un peu à l'arrache et il n'y avait pas de règles pour le code de la route, la circulation, il n'y a pas de choses spécifiques. Là c'est pareil, on est un petit peu envahi par ce genre de produits, dans le sens où on le voit partout. Ça ne veut pas dire que tout le monde en a. Et il n'y a pas tellement d'encadrement réglementaire autre que les normes habituelles des appareils qui servent à consommer l'énergie. C'est un appareil qu'on branche. Là, ça devient un générateur, donc ce serait dans le cadre du groupe électrogène. Il y a des normes spécifiques. Je les ai pas vues ici. Je pense qu'il y a un vide juridique quelque part et qu'ils essaient de s'implanter partout, mais il risque d'y avoir des problèmes. Les gens qui mettent ça à côté de leur télé, chez eux, alors que c'est du lithium, il y a quand même beaucoup d'énergie et il n'y a pas suffisamment de sécurité pour garantir que ça va pas brûler et tout. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui me paraît à peine assez encadré, pas assez de vérification avant d'importer ça en France. Bon, c'est peut-être un peu chauvin, mais je pense vraiment qu'il manque un certain encadrement, que ce soit un YouTuber qui doit faire le test du produit pour voir si c'est conforme, ça me paraît pas très fiable. C'est pas que je suis pas très fiable, mais vous voyez, il a fallu faire 15 tests avant que moi je trouve les rendements et les puissances réelles et personne ne pouvait me le dire. Voilà, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'encadrement parce que une entreprise comme Victron est obligée de certifier, homologuer, faire des fiches, montrer patte blanche sur tout au niveau européen et au niveau mondial pour pouvoir mettre sur le marché un produit. Et lui non, vous voyez, l'écart qui fait que c'est pas dans la même cour. Donc je pense qu'il faut pas le comparer aux installations autonomes résidentielles. C'est vraiment un produit d'appoint et il faut le prendre comme tel. Il faut considérer qu'il est dangereux parce que c'est du lithium. Donc il faut garder à l'esprit que c'est en cours de développement. On est au début de ce genre de produit. Donc il va y avoir des améliorations plus tard, peut-être qu'il y aura des accidents, des choses. Donc vraiment, il faut le garder à l'esprit. Autrement, pour le produit en lui-même, celui-ci, le F3600, je trouve que le rapport qualité-prix est bon. Si c'est ça le but du test, c'est de dire est-ce que ça vaut le prix, moi je pense que oui. Je pense que par rapport effectivement à un onduleur Victron, un Studer, ça fait pas le poids, mais ça fait pas le prix non plus. Donc le rapport qualité-prix est à mon avis adapté à ce qui est proposé. Et je l'ai trouvé plutôt efficace, il fonctionne. Ma maison a bien fonctionné dessus, même s'il y avait des petits trucs. Il est capable de le faire. Il le fait pas comme je veux, mais il est capable de le faire pour le prix. Je pense que vous ne serez pas déçus si vous ne le comparez pas à une installation autonome, justement. Donc voilà, je pense avoir été objectif. C'est long vidéo, long test, longue courbe. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout pour ceux qui sont encore là. Et je vous dis à une prochaine fois, en vous remerciant et à une prochaine. Au revoir.